va se dire les termes directs, le mois des Renois de France n'existe pas. Alors oui, vous allez me dire, mais Koum, il y a le Black History Month. Ok, parlons-en. Le BHM, à la base, c'est une initiative américaine pour honorer ceux qui ont charbonné contre l'esclavage et la ségrégation là-bas. C'est noble, c'est nécessaire, mais la problématique, c'est qu'on a fini par importer ça comme un produit marketing. En février, on nous sort le kit complet. Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X. On honore toujours les mêmes. Comme si la résistance noire était une exclusivité US. Comme si le monde ne tournait qu'autour de Washington. Et ça, c'est un ethnocentrisme qui me rend dingue. On glorifie les luttes américaines parce que c'est plus confortable que de regarder les nôtres. Pour ne pas avoir à regarder ce qui s'est passé dans nos propres ports, nos colonies ou même nos quartiers. Qui sait quel noir a œuvré contre le racisme en Asie ? Qui connaît les figures de l'Amérique latine qui ont fait tomber des empires? Qui peut me citer des héros en Afrique qui n'étaient ni présidents dans un costume, ni des intellectuels dans un salon? On a rendu l'histoire noire unidimensionnelle. On a transformé des siècles de résistance mondiale en une série Netflix centrée sur les States. Et cette vidéo, justement, c'est pour péter ce verrou. Donc reste ici, moi c'est Koum pour En Continu, on est sur mon off, donc abonne-toi pour la suite. En France, selon moi, on est les champions de l'hypocrisie. On pleure pour George Floyd, mais on bégaye dès qu'il faut nommer le racisme systémique ici. On s'ambiance sur le Black History Month, mais dès qu'on parle de race ou d'histoire coloniale, on sort le bouclier de l'universalisme. On ne voit pas les couleurs qu'ils disent. Mais ne pas voir les couleurs, c'est surtout ne pas voir les corps qui ont construit ce pays. On invisibilise les nôtres comme si les Noirs des États-Unis étaient les seuls à avoir le droit d'avoir une histoire. On préfère parler de la ségrégation de l'Alabama parce que ça nous fait peur de parler de l'enclavement de Grigny, de Clichy ou de Marseille. Et on est dans une schizophrénie totale. On importe les héros des autres pour ne pas avoir nommé les nôtres. On traite les Noirs de France comme des figurants de l'histoire américaine. On traite nos darons comme des main-d'œuvre temporaires et leurs enfants comme des problèmes de sécurité. On n'a pas le mois de l'histoire des Noirs parce qu'on n'a pas le courage de regarder notre propre miroir. Mais ne soyons pas pessimistes, l'héritage, il est là et il est partout. Dans le sport, dans les arts, dans la diplomatie, il est dans les mines, il est dans les tranchées, il est dans les cuisines, il est dans les révoltes des quartiers qu'on a poliment appelées émeutes. Et il est temps de décentrer le regard uniquement sur les États-Unis. Donc je vais vous présenter des gens qui ont plié le game dans leur domaine, des oubliés, des cachés, des boss. Et accrochez-vous, on fait le tour du monde. Abraham Hannibal, le gamin du Tchad, devenu général en chef de l'Empire russe au XVIIIe siècle. Kidnappé enfant au bord du lac Tchad, vendu à Constantinople, puis offert au tsar Pierre le Grand. Au lieu d'en faire un valet, le tsar voit en lui du génie et devient son parrain. Il l'envoie étudier en France où il devient un expert en mathématiques et un génie militaire. Il finira général en chef, responsable de toutes les fortifications de l'Empire russe au XVIIIe siècle. T'imagines, il a dirigé des milliers d'hommes blancs dans une Russie impériale. Sans lui, la stratégie de défense russe n'aurait pas été la même. Et cerise sur le gâteau, c'est l'arrière-grand-père d'Alexandre Pouchkine, le plus grand poète russe de tous les temps. Malik Ambar, le maître de la guérilla. Un Éthiopien vendu plusieurs fois comme esclave qui finit par atterrir en Inde. Là-bas, il reçoit une armée de mercenaires africains, les Habchis. Il gravit les échelons jusqu'à devenir le premier ministre du sultanat d'Ahmadnagar. T'imagines être un ancien esclave et inventer la guérilla moderne pour mettre en échec les armées mogholes, les rois du Taj Mahal pendant 20 ans. Les empereurs moghols le détestaient tellement qu'ils faisaient des peintures où ils le transperçaient de flèches parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire en vrai. Anton Wilhelm Amo, le cerveau des Lumières. Offert à un duc allemand enfant, il reçoit une éducation de haut niveau. Il maîtrise alors le latin, le grec, le néerlandais, l'allemand et le français. Et il devient le premier Africain à obtenir un doctorat en philosophie dans une université européenne. En pleine période où l'Europe théorisait l'infériorité des Noirs, lui, il publiait des traités de psychologie et de logique à l'université de Halle. T'imagines être au Ghana puis devenir prof d'université en Allemagne pour prouver que, scientifiquement, l'esprit humain n'a pas de couleur. Il a littéralement utilisé la philosophie européenne pour démonter le racisme de l'intérieur. Vicente Guerrero, le libérateur. Un homme de modeste extraction, afrodescendant, qui devient l'un des plus grands généraux de l'indépendance du Mexique contre l'Espagne. Il devient le deuxième président du Mexique. Son acte le plus fort, il décrète l'abolition totale de l'esclavage sur tout le territoire en 1829. T'imagines un descendant d'Africains qui libère tout un pays de l'Espagne bien avant Lincoln aux USA. Quand son père, rallié aux Espagnols, lui a demandé d'abandonner, il a répondu « La patrie est première ».
et c'est aujourd'hui la devise du Mexique. Yasuke, le samouraï de l'ombre. Il sera arrivé au Japon en 1579 avec des missionnaires jésuites. Il fascine la population, il croyait que sa peau était peinte à l'encre. Le puissant seigneur de guerre, Oda Nobunaga, le remarque et en fait son garde du corps personnel, puis lui donne le rang de samouraï. Il existe même des animés sur lui. Il mesurait environ 1,88 m à une époque où la taille moyenne des Japonais était d'1,55 m. On dit qu'il maniait le sabre avec une puissance telle qu'il était considéré comme ayant la force de 10 hommes. Il est le seul noir de l'histoire à avoir porté l'armure et le sabre dans l'élite des guerriers japonais. John Edmonstone, l'homme qui a formé Darwin. Né esclave au Guyana, il travaille pour un naturaliste qui lui a appris la taxidermie, l'art d'empailler les animaux. Une fois affranchi, il s'installe à Édimbourg, en Écosse, où il donne des cours à l'université pour gagner sa vie. Parmi ses élèves, il y a un jeune étudiant un peu perdu, Charles Darwin. John lui raconte ses histoires sur les forêts tropicales du Guyana. T'imagines être le prof particulier d'un certain Charles Darwin et lui apprendre à conserver les oiseaux? Sans les techniques de John, Darwin n'aurait jamais pu rapporter les spécimens de l'île Galapagos qui lui ont permis d'écrire la théorie de l'évolution. L'un des piliers de la science moderne doit tout à un affranchi du Guyana. Nani des Marrons, la reine guerrière, chef des Windward Maroons, des esclaves fugitifs vivant dans les montagnes, elle dirigeait une communauté libre et autonome en pleine colonie britannique. Elle a mené une guerre d'usure si efficace contre l'armée britannique que ces derniers ont dû signer un traité de paix en 1739 reconnaissant l'indépendance de son territoire. T'imagines une femme qui humilie l'armée britannique avec des tactiques de camouflage au point qu'ils pensaient qu'elle était magicienne. Certains racontent même qu'elle attrapait des balles de fusil avec ses mains. Aujourd'hui, elle est l'unique héros national de la Jamaïque. Arthur Wharton, le premier pro. Né au Ghana d'un père métis et d'une mère aristocrate Fanti, il part en Angleterre pour devenir missionnaire, mais finit par devenir un athlète aux multi-talents. En 1886, Arthur devient l'homme le plus rapide du monde sur 100 yards, puis il signe un contrat pro avec Rotherham Town, devenant le premier footballeur noir professionnel de l'histoire. T'imagines être le mec le plus rapide d'Angleterre et devenir le premier gardien de but pro dans une Angleterre victorienne et raciste? Il était tellement bon qu'il jouait aussi au cricket pro et au rugby, un ovni du sport qui a brisé le plafond de verre bien avant les stars d'aujourd'hui. Bon, on a fait le tour du globe, c'est beau et c'était fort, mais revenons un peu chez nous. Parce que la France, c'est aussi une terre de paradoxes où on préfère célébrer les héros des autres plutôt que les nôtres. Laissez-moi vous parler de gens à qui on ne donne pas suffisamment la lumière, à mes yeux, mais qui ont pourtant changé le cours de nos vies ici, des piliers, des combattants, des talents bruts qui ont façonné notre réalité. Paulette Nardal, la mère de l'éveil. Avec ses sœurs, elle fonde la Revue du Monde Noir et un salon littéraire à Clamart. C'est dans son salon que les concepts de la négritude sont nés. C'est elle qui a mis en relation les intellectuels africains antillais et les afro-américains du Harlem Renaissance. Tenir un salon littéraire à Clamart pour réunir les plus grands penseurs noirs mondiaux alors que l'histoire n'a retenu que les noms des hommes. Aimé Césaire et Senghor ont tout appris chez elle, mais c'est elle qui a fait le travail de toute la connexion dans l'ombre. Lamine Senghor, pas le président, non. Un tirailleur sénégalais qui survit à la Première Guerre mondiale. Gazé, malade, il rentre à Paris et voit que la France traite ses soldats noirs comme des sous-citoyens une fois la guerre finie. Il fonde alors le comité de défense de la race nègre. Il devient le premier leader noir à réclamer l'indépendance totale des colonies dans les années 20. Il parlait aux ouvriers, aux dockers, et faisait trembler le gouvernement avant de mourir prématurément de ses blessures de guerre. Les mères de la marche de 1983. On parle souvent de la marche des beurs, mais on oublie les mères noires et maghrébines qui ont poussé ce mouvement. En 1983, elles en avaient marre de voir leurs fils se faire descendre pour des crimes racistes et des bavures. Elles ont créé des collectifs de quartier pour faire de la politique avec leur quotidien. Elles ont transformé la douleur de la perte en force de frappe nationale. T'imagines porter ton sac à bas le matin et organiser des marches contre le crime raciste le soir? Ce sont elles qui ont forcé le gouvernement de l'époque à regarder les banlieues. Lassana Bathily. Lui, peut-être que vous le connaissez. Jeune employé malien à l'hypercachère de la Porte de Vincennes
lors des attentats de janvier 2015. Quand le tueur entre, l'Assana ne s'enfuit pas. Il guide les clients vers la chambre froide, les cache, éteint la lumière et le système de réfrigération pour qu'ils ne soient pas repérés et ne meurent pas. Il n'a pas réfléchi une seule seconde avant de cacher des otages dans une chambre froide pour les sauver. Il a risqué sa vie pour des gens qu'il ne connaissait pas. Et ça, c'est la définition pure de la fraternité. Parce que cet exemple-là m'avait énormément touchée. J'étais assez jeune et je m'en rappellerai toujours de la fierté que j'ai eue quand j'ai su qu'il a été récompensé. Dany Bebel-Gisler, la guerrière des mots. Sociologue guadeloupéenne et chercheuse, elle a dédié sa vie à la décolonisation de l'esprit par la langue. Elle s'est battue pour que le créole ne soit plus vu comme un mauvais français, mais comme une langue à part entière, avec sa grammaire, sa philosophie et sa puissance de résistance. T'imagines passer ta vie à prouver que ta langue paternelle n'est pas un patois, mais une langue de savoir. Elle a ouvert des écoles en créole et forcé l'éducation nationale à changer de regard. La mulâtresse solitude. En 1802, est-ce que tu savais que Napoléon voulait rétablir l'esclavage qui avait déjà été aboli? Solitude rejoint les résistances armées dans les montagnes de Guadeloupe. Elle se bat avec une férocité incroyable alors qu'elle est enceinte de plusieurs mois. Se battre enceinte, les armes à la main, pour que ton enfant ne naisse pas esclave. Elle a été pendue le lendemain de son accouchement. Aujourd'hui, elle est le symbole absolu de la femme qui refuse les chaînes. Larbi Ben Barek, la perle noire. Né au Maroc, il arrive en France et devient la première star mondiale de foot avant l'ère de la télé. Pelé a dit « Si je suis le roi du foot, alors Ben Barek en est le dieu ». Il a été le premier à imposer le respect des pays du Sud par son pur talent. T'imagines être l'idole du stade, mais redevenir un indigène dès que t'enlèves tes crampons? Ben Barek a vécu ce paradoxe toute sa vie, porté en triomphe sur la pelouse, mais méprisé par le système colonial en dehors. Et pour finir, une icône, pas des moindres. Elle, ce n'est pas une oubliée, mais je trouve qu'on ne met pas assez en avant son talent parce qu'elle représente une nouvelle France plus complexe, Aya Nakamura. La reine du nouveau récit. Venue du Mali, elle grandit à Aulnay-sous-Bois. Elle commence dans sa chambre et finit par devenir l'artiste française la plus écoutée du monde. Et ça, c'est un exemple. Elle n'a pas seulement chanté, elle a imposé son lexique, notre lexique. Elle a forcé le monde entier à chanter l'argot du 93. T'imagines venir d'Aulnay-sous-Bois et faire bégayer toute la classe politique juste à cause de ton langage? Elle représente cette France qui n'attend plus qu'on lui donne la parole, mais qui la prend et la mondialise. Je pourrais continuer des heures, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'histoire noire n'est pas une option. Ce n'est pas un mois par an, et ce n'est surtout pas qu'une histoire américaine. C'est une histoire qui est mondiale, c'est une histoire qui est française, et c'est une histoire qui peut être locale. Elle est dans nos gènes, dans nos rues, dans nos réussites. Si on veut que le Black History Month ait un sens ici, il faut commencer par reconnaître ceux qui ont charbonné. Mais tout le monde. Merci d'avoir suivi ce long format. Si tu kiffes ce genre d'enquête et de mise en lumière, abonne-toi en continu sur Insta, YouTube, TikTok. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'histoire des Noirs commence avec Martin Luther King. On ne demande pas la place, on la prend. C'était Koum pour En Continu.